Que ce soit le Paraguay, Arsenal, l'Atlético de Madrid ou encore Carlos Cuesta avec Parme, le football défensif, ou plutôt bloc bas, existe depuis bien longtemps. Il apparaît d'abord en 1932 avec Karl Rappan, un entraîneur autrichien qui entraîne au FC Servette en Suisse. À ce moment-là, la composition la plus développée est le 2-3-5. Deux défenseurs, 3 milieux et 5 attaquants. Alors, on est très loin de Pep Guardiola actuel, je te l'accorde, mais c'est ce qui marche le mieux à cette époque. Cependant, Karl Rappan a un éclair de génie. Il comprend très vite que les équipes suisses comme la sienne ne peuvent pas rivaliser avec les grandes équipes européennes. Alors, il va faire un choix tactique. Il va enlever un attaquant pour ajouter un défenseur, passant désormais en 3-3-4, ou du moins 1-2-3-4. Ce 1 tout seul, tu le connais. C'est le libéro. Et en même temps qu'il a créé le poste de libéro, il a créé ce qu'on appelle plus communément le verrou suisse. Le verrou suisse servira également aux Italiens pour apprendre et créer le catenaccio. Le catenaccio est la tactique la plus connue dans l'histoire du football. Là où Rappan cherchait à solidifier la défense pour gagner en stabilité, les Italiens, eux, poussent l'idée encore plus loin. Ils acceptent de laisser le ballon à l'adversaire et cherchent à gagner sur les erreurs des joueurs adverses. Résultat, on passe d'un 3-3-4 à un 5-3-2. Mais est-ce que ça marche? Eh bien oui, et trop bien. L'exemple le plus célèbre, c'est celui de l'Inter de Helenio Herrera dans les années 1960, qu'on appellera Grande Inter, car entre 1963 et 1966, c'est 3 fois champion d'Italie, 2 Ligues des Champions et 2 coupes intercontinentales. En fait, la grosse différence avec aujourd'hui, c'est qu'à cette époque, les attaquants avaient moins de protection arbitrale et que les défenses étaient beaucoup plus agressives. Mais même à cette époque, il était déjà très critiqué car il offrait très peu de spectacles et c'était un football trop défensif. Mais dans ce cas, pourquoi les équipes le font? Eh bien, ça dépend du point de vue. Prenons une équipe de seconde division qui monte en première division. Sur le papier, cette équipe a moins de budget pour recruter, en conséquence, moins de talent et de profondeur sur le banc. Cependant, rester dans l'élite permet de gagner plus d'argent. Alors ils ont l'obligation de se battre pour chaque point. Maintenant, je vais te poser une question. Pourquoi est-ce qu'une équipe faible devrait attaquer une équipe qu'elle sait pertinemment plus forte qu'elle? Je te laisse me répondre en commentaire. D'ailleurs, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à t'abonner en même temps. Plus de 90% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Alors, ça prend 2 secondes, c'est gratuit, et encore un grand merci si tu le fais. Sur ce, revenons à notre bloc bas. De ce point de vue-là, il est déjà plus compréhensible de voir un bloc bas. Une équipe faible contre une équipe forte, l'une qui ne veut absolument pas perdre et l'autre qui sait pertinemment qu'elle peut et qu'elle doit gagner le match. Maintenant, prenons le point de vue d'une équipe comme Arsenal. Ici, on n'a aucune excuse de budget. Par contre, on a la même ambition de gagner. Avec une équipe de cette qualité, même sans forcément dominer les matchs, Arsenal est capable de gérer son match à la perfection. Excellent dans la transition défensive, dans les coups de pied arrêtés, dans le jeu sans ballon et avec ballon. Même si Arsenal n'a que 20 ou 30% de possession, les Gunners ne sont pas inquiétés. L'objectif d'entraîneurs comme Arteta, Simeone ou encore Allegri n'est pas de dominer son adversaire, mais de le battre. Et pour eux, gagner 5-0 ou 1-0, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, il ne faut pas oublier, mais comme l'a dit un certain joueur, le football a changé. La première ligue est imprévisible, le champion en titre peut en prendre 3 contre le dernier et en mettre 5 au deuxième. Donc autant avoir une équipe compétitive et limiter tout type de risque en ayant une structure très sécurisée. Mais comment passe-t-on un bloc bas d'une équipe du style Arsenal? Eh bien, reste jusqu'à la fin de la vidéo, je t'expliquerai ça. D'ailleurs, reste aussi jusqu'à la fin, parce que je vais parler de l'avenir de la chaîne et comment elle évolue. D'abord, parlons de pourquoi on continue de voir ce style de jeu et pourquoi certaines personnes l'admirent. Prenons l'exemple du Milan AC, qui, avec Allegri, jouait en bloc bas. Si on se concentre uniquement sur la bonne exécution de cette stratégie, la prestation défensive demandée est exceptionnelle. Pour que tu te rendes compte, ça demande une discipline collective extrême, une très grande intelligence tactique, ainsi qu'une grande concentration et une solidarité à toute épreuve. Car si un seul de ces rouages lâche, alors ça crée un trou instantanément dans la défense. À moins que, comme dit, avoir des joueurs qui sont concentrés et qui sont prêts à se sacrifier
pour remplacer ce rouage. Milan l'a très bien fait la saison dernière, en étant la 4e meilleure défense du championnat italien, avec seulement 35 buts encaissés pour 10 matchs nuls et 8 défaites, contre 43 buts encaissés pour 9 matchs nuls et 11 défaites avant l'arrivée d'Allegri. En une seule saison, Milan a pris 7 points, lui permettant d'aller en Europa League. Et encore, les Lombards sont passés à côté de leur fin de saison, ce qui prouve que cette stratégie bien appliquée continue de gagner peu importe l'époque. D'un œil puriste, un bloc bas maîtrisé est aussi impressionnant qu'un match finissant à par exemple 3-2. Cependant, si on regarde à travers l'œil d'un supporter lambda, ça donne un match ennuyeux, devant lequel on scrolle sur Instagram en levant la tête que lorsque le commentateur s'enflamme. C'est les effets indésirables du bloc bas. Même si la prestation défensive est remarquable, le supporter voit moins de spectacles et en tant que supporter, on veut des actions, des buts et des dribbles. Mais non. Le bloc bas offre énormément de frustration pour ceux qui le regardent et ceux qui l'affrontent, car les matchs sont quasi toujours fermés. Jouer ainsi cause aussi des risques économiques. Si la majorité des personnes se plaignent d'une équipe à cause de sa façon de jouer, un sponsor peut lui aussi hésiter à entrer en contact avec le club, car les sponsors se mettent à la place du consommateur. Ils veulent du spectacle, quelque chose d'attractif qui peut également être mis en avant sur les réseaux, comme les buts, les dribbles et autres actions offensives, et avec un bloc bas, c'est bien plus difficile de retrouver ce genre d'action. Avant de passer aux solutions pour vaincre un bloc bas, j'aimerais te poser une autre question. Avec la règle Wenger pour le hors-jeu, est-ce que d'après toi ça ne fera pas qu'augmenter le nombre d'équipes jouant en bloc bas ou avec une ligne défensive bien plus basse? J'ai hâte d'entendre ton avis en commentaire. Il est temps maintenant de passer aux moyens de contrer un bloc bas. Son objectif, c'est de marquer sur une erreur adverse. Le plus simple pour lutter contre ça, c'est la patience et le sang-froid. Prenons l'exemple du Paraguay à cette Coupe du Monde. Leur match contre l'Allemagne et la France met parfaitement en avant la réaction qu'il faut avoir. Nagelsmann a succombé à la frustration, voyant qu'il dominait le Paraguay mais qu'il ne marquait pas, il a déséquilibré son équipe en remplaçant des défenseurs par des attaquants, donnant encore plus de chances aux Paraguayens d'exploiter les contres et les espaces libres. On a également vu l'agacement des joueurs allemands avec le tacle de Musiala sur Galarza, exprimant toute la frustration de recevoir des coups sans se faire punir. A l'inverse, Deschamps a su garder son sang-froid en faisant des changements poste par poste, donnant de la fraîcheur à l'équipe tout en gardant de la stabilité. Mais parfois, le sang-froid ne suffit pas. Et encore une fois, la France a su très bien gérer le coup, en utilisant énormément la largeur, dans le but d'écarter au maximum le bloc paraguayen, pour partir en dribble depuis l'aile ou justement en changeant de côté très vite pour déstabiliser l'organisation défensive. Mais si ton équipe ne contient pas de joueurs comme Doué, Mbappé, Olysée ou encore Dembélé, il reste deux solutions pour passer un bloc bas. La première, la plus évidente, les tirs de loin. Je suis d'accord avec toi, c'est facilement défendable. Mais la dernière solution est la plus intéressante, c'est les coups de pied arrêtés. Avec une vraie stratégie, c'est une arme redoutable et je trouve qu'actuellement, ce n'est pas encore assez bien exploité. Je m'explique. En général, sur corner ou coup franc, soit tu tires, soit tu centres. Mais il existe un nombre infini de combinaisons. Si tu as regardé les matchs du Portugal, ils ont testé quelques combinaisons et tellement personne n'était habitué à ça, leur coup de pied arrêté était devenu tellement dangereux. Je pense qu'avec le temps, les préparateurs de coups de pied arrêtés seront obligatoires pour faire la différence. Pour finir, le bloc bas reste quand même paradoxal. Il existe justement pour rendre le football équilibré. Si les petites équipes n'avaient aucun moyen de résister aux grandes, les matchs seraient prévisibles. Alors, est-ce que c'est vraiment un problème ? Avant de terminer cette vidéo, j'avais une petite annonce à te faire concernant la suite de la chaîne. Déjà, je voulais vraiment prendre quelques secondes pour te remercier. Parce qu'en réalité, quand on a lancé cette chaîne, on ne pensait absolument pas qu'elle allait évoluer aussi rapidement. Pour te donner un exemple, notre toute première vidéo a directement dépassé les 25 000 vues. Et honnêtement, quand on l'a publiée, on était loin d'imaginer ça. Avec un sujet comme le nôtre, qui est quand même assez particulier, puisqu'on parle du football italien en France et en français, on se disait qu'atteindre 600, 800 ou même 1000 vues serait déjà une énorme réussite pour une première vidéo. Alors forcément, voir autant de personnes découvrir la chaîne dès le début, ça nous a énormément motivés. Et depuis, vous avez continué à être présents sur les vidéos. Il y a eu des vidéos qui ont très bien marché avec plusieurs milliers de vues, mais aussi des vidéos qui ont beaucoup moins fonctionné, avec quelques centaines de vues seulement. Et c'est normal. Toutes les vidéos ne peuvent pas avoir le même succès. Mais malgré ça, vous avez continué à regarder, à commenter, à partager. Et c'est grâce à vous que la chaîne a pu évoluer aussi vite. En seulement quelques mois, on a atteint des objectifs qu'on ne pensait absolument pas atteindre. Ou du moins qu'on pensait atteindre, mais beaucoup plus tard. Et justement,
avec cette évolution, on pense qu'il est temps de faire évoluer notre façon de travailler. Jusqu'à maintenant, notre fonctionnement était assez simple. Je cherchais un sujet, j'écrivais la vidéo, j'enregistrais l'audio et je l'envoyais au monteur qui s'occupait du montage. On avait déjà un jour de publication qui était le vendredi, mais derrière, notre organisation était assez variable. On pouvait avoir une vidéo prête un vendredi et la sortir le jour même, puis parfois en avoir une autre la semaine suivante, ou au contraire, avoir plusieurs semaines sans nouvelle vidéo. On n'a pas vraiment de rythme fixe entre les sorties. Et maintenant qu'on voit que la chaîne prend de l'ampleur, on aimerait simplement mieux nous organiser. Pas dans le sens où la chaîne va devenir quelque chose de froid ou d'industriel, mais plutôt dans le sens où on veut être plus professionnel dans notre manière de travailler. L'objectif, c'est de pouvoir vous proposer des vidéos de manière plus régulière, avec un vrai calendrier pour que vous sachiez davantage quand retrouver les prochaines vidéos et que l'on puisse aussi prendre plus de temps sur chaque contenu. D'ailleurs, petite information, avec le monteur, on va prendre un peu de temps pendant le mois d'août. Lui comme moi avons des vacances de prévues, donc après cette vidéo, il n'y aura pas de nouvelles sorties pendant cette période. On va profiter de ce moment pour préparer la suite, améliorer notre organisation et revenir en septembre avec un rythme plus régulier. Encore une fois, merci pour votre soutien. Que vous soyez là depuis la première vidéo ou que vous ayez découvert la chaîne avec cette vidéo, vous faites partie de cette aventure et c'est grâce à vous qu'elle continue d'avancer.